Ma belle-mère a crié « Sors de ma maison ». Mon père n'a rien dit et ma tante m'a offert un endroit où rester. Des années plus tard, quand j'ai réussi, ils sont revenus pour demander de l'argent. Et ce que j'ai fait ensuite leur a fait perdre la tête. Le dossier a atterri sur mon bureau avec un bruit sourd, doux et délibéré. Le genre de son qui est conçu pour paraître important. C'était un jeudi de mars. À l'extérieur de mon bureau de Seattle, la pluie faisait ce que la pluie de Seattle fait toujours. Pas dramatique, juste implacable. Mon assistant, Marcus, avait frappé 2 fois avant d'entrer, ce qui signifiait qu'il savait déjà que c'était inconfortable. Marcus Reyes travaillait pour moi depuis 4 ans et avait la compétence particulière de communiquer des systèmes météorologiques émotionnels entiers par l'angle de ses épaules. Ses épaules, cet après-midi-là, disaient « Je suis tellement désolé pour cela. » « Il y a un monsieur Caldwell ici avec sa femme, a-t-il dit. Ils disent qu'ils sont vos parents. J'avais 32 ans. Mon entreprise, Horizon Software, avait été vendue 11 semaines plus tôt pour un chiffre qui avait mis mon visage en couverture du magazine mensuel Pacific Business Monthly sous le titre « La sortie silencieuse ». Comment Nora Caldwell a construit et vendu une plateforme de 47,2 millions de dollars sans que personne ne le remarque. J'avais 17 employés qui étaient maintenant financièrement à l'aise pour la vie grâce à leur part de capital. J'avais un appartement dont j'étais propriétaire, un compte d'épargne qui n'avait plus besoin d'être vérifié nerveusement, et exactement un seul membre de la famille dont je gardais le numéro dans mon téléphone sous un emoji en forme de cœur vert. Ce membre de la famille ne se tenait pas dans mon hall d'accueil. Depuis combien de temps attendent-ils, ai-je demandé. Environ 4 minutes. Faites en sorte que cela dure 25 minutes, ai-je dit. Offrez-leur de l'eau. Si elle demande ce que je fais, dites-lui que je suis dans un appel que je ne peux pas interrompre. Marcus a hoché la tête. Il n'avait jamais rencontré mon père ni ma belle-mère. Il en avait entendu assez pour comprendre l'angle des épaules. Je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé la pluie pendant 20 minutes. Je ne paniquais pas. Je n'étais même pas particulièrement surprise. Je savais, de la façon dont on sait les choses auxquelles on ne se permet pas de penser directement, que la vente finirait par produire exactement cela. Un dossier, un nombre, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Je ne m'étais juste pas attendu aux ongles rouges. Mais je m'avance trop. Laissez-moi revenir à la nuit où il a plu pour la première fois. Je m'appelle Nora Caldwell. J'ai grandi dans une maison à 2 étages à Greensboro, en Caroline du Nord, dans une famille qui semblait tout à fait normale de l'extérieur et qui fonctionnait de l'intérieur comme un système conçu pour l'extraction. Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Un cancer des ovaires, rapide et définitif. Mon père, Robert Caldwell, s'est remarié 14 mois plus tard, ce qui, pour une enfant de 9 ans dormant encore avec les lumières allumées, ressemblait à une trahison d'un genre spécifique et irréversible. Sa nouvelle femme était Denise Hargrove Caldwell. Elle avait 2 filles d'un mariage précédent, un talent pour décorer la maison de manière qui donnait l'impression qu'elle lui appartenait et non à moi, et des ongles rouges qu'elle tapotait sur les surfaces lorsqu'elle voulait faire valoir un argument. Je ne vais pas vous dire qu'elle était un monstre. Les monstres sont simples. Denise était quelque chose de plus fonctionnel et donc de plus dommageable que cela. Elle n'était pas cruelle de la manière dont les gens écrivent dans leur mémoire. Elle ne criait pas constamment et ne m'enfermait pas dans des pièces. Ce qu'elle a fait était plus architectural. Elle a construit un foyer dans lequel j'étais adjacente à la famille plutôt que d'en faire partie. Une forme utile en arrière-plan, assez présente pour se voir attribuer des tâches, assez invisible pour que mes besoins semblent facultatifs. L'argent a commencé quand j'avais 14 ans. J'ai obtenu un travail à temps partiel dans une sandwicherie sur la rue Marquette. $8,75 de l'heure, 15 heures par semaine. J'économisais pour un ordinateur portable parce que l'ordinateur familial partagé fonctionnait sous Windows Vista et plantait toutes les 40 minutes. Au bout de 3 semaines, Denise m'a fait asseoir et m'a expliqué que puisque je contribuais financièrement maintenant, il n'était que juste que je contribue au foyer. Elle a présenté un nombre, $60 par semaine pour les courses. J'avais 14 ans. Je n'avais aucun cadre pour comprendre que ce n'était pas normal. Mon père était présent pour cette conversation. Il a hoché la tête. Je lui ai donné les $60. Je me suis dit que c'est ce que font les familles, que c'était cela la responsabilité, que je devrais être reconnaissante d'avoir un travail et un toit. Je me suis dit beaucoup de choses au cours des 3 années suivantes.
La garde d'enfants a commencé quand j'avais 15 ans. La fille aînée de Denise, Carla, a eu des jumeaux, 2 garçons de 4 ans, avec approximativement la production d'énergie d'une petite installation nucléaire. Chaque week-end, samedi et dimanche, je les surveillais pendant que Carla travaillait. Je n'étais pas payé pour cela. Quand j'ai demandé une fois s'il y avait une quelconque compensation prévue, Denise a tapoté ses ongles sur le comptoir et a dit « Nous ne faisons pas payer la famille, Nora. » J'étais de la famille quand cela l'arrangeait. J'étais la domestique quand ce n'était pas le cas. Mon argent d'anniversaire a disparu 2 fois. La première fois, c'était $120 de ma grand-mère, la mère de ma mère, grand-mère Pat, qui envoyait une carte chaque année sans faute. Denise a dit qu'elle l'avait mis en lieu sûr et je ne l'ai jamais revu. La deuxième fois, c'était $200 de ma tante Laurel, la sœur de ma mère, qui avait conduit depuis Charlotte pour m'emmener déjeuner. J'ai caché cet argent dans un manuel scolaire. 2 semaines plus tard, il avait disparu et le manuel scolaire était sur une étagère différente. Je ne l'ai pas confronté. Je veux être honnête à ce sujet. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, je ne suis pas allé voir mon père. Je l'ai juste noté de la façon dont on note un schéma que l'on n'a pas encore les outils pour aborder et j'ai continué à avancer parce qu'avancer était la seule chose qui donnait l'impression d'aller quelque part. Ce qui allait quelque part, c'était ma moyenne générale. J'étudiais avec un désespoir concentré, presque physique, parce que l'école était le seul endroit que l'architecture n'atteignait pas. À l'école, j'étais juste Nora, bonne en mathématiques, meilleure en informatique. J'ai un jour écrit un programme en langage Java en classe de 9e année que Monsieur Okafor, mon professeur d'informatique, a demandé à garder comme exemple pédagogique. Je restais tard. J'ai suivi tous les cours de niveau avancé que le district proposait. J'ai postulé à 6 universités en secret en utilisant l'ordinateur de l'école, en faisant envoyer mes lettres de recommandation à une boîte postale que j'avais ouverte avec l'argent d'anniversaire de l'année précédant la disparition de l'argent d'anniversaire. La lettre d'acceptation de l'Université de Washington est arrivée un mardi d'avril. Bourse d'études complète, informatique, chambre et pension couverte. Je me suis assise sur mon lit pendant un long moment, la tenant simplement dans mes mains. J'aurais dû la garder cachée plus longtemps. Ce fut mon erreur. La première vraie erreur, celle qui a tout mis en mouvement. J'avais 17 ans et on venait de me donner une porte de sortie d'une maison qui m'avait silencieusement vidé de mon énergie pendant 3 ans, et j'étais tellement soulagé que je n'ai pas pensé clairement. Je l'ai apporté au dîner. J'ai rejoué les 4 minutes suivantes de nombreuses fois au cours des 15 années, et les détails ne se sont jamais adoucis. La table était mise pour 5. Pâtes, pain à l'ail. La fille aînée de Denise était là en visite avec l'un des jumeaux sur ses genoux. Mon père était en bout de table, toujours dans sa chemise de travail, fatigué de la façon dont il était fatigué depuis la mort de ma mère, un épuisement permanent de bas niveau dont il ne s'était jamais totalement remis, et que Denise n'avait jamais, pour autant que je puisse en juger. Fais quoi que ce soit pour apaiser. J'ai posé la lettre sur la table. J'ai obtenu une bourse d'études, ai-je dit. Tous frais payés, Université de Washington. Denise l'a prise. Elle l'a lue pendant environ 10 secondes. Puis elle l'a reposée sur la table, elle ne me l'a pas rendue, elle l'a placée comme on place une preuve, et m'a regardé avec une expression pour laquelle je n'avais pas encore de mots. J'en ai un maintenant. C'était le regard de quelqu'un dont le plan a été dérangé. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? J'ai obtenu une bourse d'études, ai-je répété, plus doucement. J'ai regardé mon père. Pendant une seconde stupide et involontaire, j'ai pensé qu'il pourrait être fier. J'ai pensé que l'épuisement sur son visage pourrait se lever juste un peu. Que quelque chose en lui pourrait remonter à la surface. Un reste de l'homme qui m'aidait avec mes devoirs de mathématiques, qui m'appelait son petit architecte parce que je construisais des structures de blocs élaborés sur le sol du salon. Il a regardé la lettre. Elle a raison, Nora, a-t-il dit. Tu aurais dû en discuter avec la famille d'abord. La famille. Discuter comme si une bourse d'études pour une université à 2000 miles de là était une décision de ménage. Comme si je leur devais une consultation sur la seule bonne chose que j'avais réussi à construire entièrement par moi-même, hors de leur portée. Denise a pointé du doigt le couloir. Emballe ce qui rentre dans ce sac. Le sac dont elle parlait était un sac à dos gris de marque Jansport accroché à un crochet près de la porte. Mon sac d'école. Vieux de 12 ans, s'effilochant à une bretelle.
J'ai regardé mon père une fois de plus. Il a regardé ses pattes. Je suis allé dans ma chambre. J'étais méthodique, je pense, car si je m'étais laissé ressentir quoi que ce soit, j'aurais complètement arrêté de bouger. 2 paires de jeans, 2 chemises, mon pull à capuche, ma carte de sécurité sociale de la boîte Inifuge dans mon placard dont je connaissais la combinaison depuis que j'avais 12 ans, le chargeur de mon ordinateur portable, et au fond du tiroir où je gardais les choses qui comptaient. Le collier en argent de ma mère, une fine chaîne avec un petit pendentif en forme de croissant de lune que ma grand-mère m'avait donné à la mort de ma mère en me disant de le garder en sécurité. J'ai mis la lettre de bourse d'études dans la poche avant. Je suis sorti de ma chambre, je suis passé devant la table du dîner, j'ai franchi la porte d'entrée et je suis allé sur le porche. Il pleuvait fort. Je me suis assise sur les marches du porche pendant environ 90 secondes avant de comprendre que personne ne venait me chercher. Mon père était toujours à table. Je pouvais voir la lumière de la cuisine à travers la fenêtre. Aucun mouvement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le seul numéro auquel je pouvais penser. Tante Laurel, la sœur de ma mère, une infirmière autorisée à l'hôpital à Triomels à Charlotte, à 107 miles au sud, une femme que je voyais 3 ou 4 fois par an, qui sentait le linge propre et se souvenait toujours exactement de ce sur quoi je lui avais dit que je travaillais. La dernière fois que nous nous étions parlé, elle avait répondu à la 2e sonnerie. J'ai tenu environ 30 secondes dans l'explication avant que ma voix ne se brise. « Viens ici », a-t-elle dit. C'était tout. Pas de « que s'est-il passé » ou « laisse-moi réfléchir ». Ou « vas-tu essayer de parler à ton père ?» Juste viens ici. Je n'ai pas de moyen de. Je t'envoie un Uber tout de suite. Descends du Porsche et va au bout de l'allée. Je suis resté sous la pluie au bout de l'allée pendant 11 minutes. Le Uber était une Toyota Camry argentée conduite par un homme nommé Gérald qui ne m'a pas posé une seule question et m'a laissé m'asseoir à l'arrière pour regarder les lampadaires devenir flous à travers les vitres mouillées. Je suis arrivé à la maison de ville de Laurel à Charlotte à 11h48 du soir. Elle m'a préparé un sandwich au fromage fondu sur sa petite cuisinière et s'est assise de l'autre côté de la table de la cuisine pendant que je le mangeais et n'a pas dit grand-chose parce qu'elle comprenait, de la façon dont certaines personnes le font. Que ce dont j'avais besoin en premier lieu n'était pas des mots, mais juste une pièce où quelqu'un était content que j'y sois. Quand j'ai fini de manger, elle a dit, « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » Aucune condition. La chambre d'amis a des draps propres. C'était tout. Aucune négociation, aucune leçon de morale sur le fait d'honorer son père. Aucune précaution oratoire sur le fait qu'elle était sûre que Denise ne l'avait pas pensé exactement de cette façon. Juste une porte grande ouverte. J'avais 17 ans et cette porte ouverte était la chose la plus significative que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Je suis resté pendant 14 mois jusqu'à la fin de l'école secondaire et pendant l'été avant de partir pour Seattle. Laurel m'a conduite à la remise des diplômes. Elle s'est assise à la 3e rangée et a pleuré, ce qui m'a fait pleurer, ce qui a fait que la fille à côté de moi dans la file m'a tendu un paquet de mouchoirs avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui s'était préparé exactement à cela. Mon père a appelé 2 fois au cours de ces 14 mois. Les 2 appels ont été courts. Il a dit que je lui manquais. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas dit que Denise avait eu tort. Il a dit que les choses étaient difficiles à la maison et qu'il espérait que je comprenais. Je lui ai dit que je comprenais. Ce n'était pas le cas. Je suis allé à l'université de Washington à l'automne. J'avais une bourse d'études, mais je travaillais aussi au bureau d'assistance des technologies de l'information 20 heures par semaine. Puis un poste de développeuse junior dans une jeune entreprise lors de ma 3e année d'université qui payait $22 de l'heure et m'a appris plus que 2 de mes véritables cours combinés. J'appelais Laurel tous les dimanches. Je lui disais tout. Le code informatique qui me posait problème. Le professeur qui était brillant mais incompréhensible. La pluie de Seattle qui ne ressemblait en rien à la pluie de Caroline mais qui semblait d'une certaine manière plus honnête sur ce qu'elle était. Après l'obtention de mon diplôme, je suis resté à Seattle. J'ai rejoint une entreprise de logiciels en tant que service de taille moyenne en tant qu'ingénieur junior. J'ai été promu 2 fois en 3 ans. En 2018, je suis parti avec 2 collègues, Dave Anand, un architecte de système dorsal qui avait été mon voisin de bureau pendant 2 ans, et Priya Mehta, dont les instincts pour les produits étaient les meilleurs que j'ai rencontrés avant ou depuis. Et nous avons lancé Horizon Software dans un appartement de 2 chambres dans le quartier de Capitol Hill. Ce que faisait Horizon n'était pas glamour à expliquer.
Nous avons construit des outils d'automatisation des flux de travail d'entreprise pour les entreprises de soins de santé du marché intermédiaire. Personne ne nous a mis en couverture de magazine pendant nos 4 premières années. Nous avons mangé beaucoup de mauvais plats à emporter et nous nous sommes beaucoup disputés sur les décisions d'architecture. Et une fois, lors d'un échec de déploiement particulièrement brutal à 3 heures du matin, Dave et moi nous sommes assis sur le sol de l'appartement et avons sérieusement discuté de la fermeture de l'entreprise. Nous ne l'avons pas fait. À la 5e année, nous avions 43 clients, 11 employés et un produit qu'une plus grande entreprise encerclait silencieusement depuis 18 mois. L'acquisition s'est conclue en janvier de cette année-là. Le nombre était de 47,02 millions. Le magazine Pacific Business Monthly m'a mis en couverture en février. Mon père l'a vu. Sa sœur, ma tante Renée, qui avait toujours été marginalement plus gentille que le reste de la famille, principalement par inaction, lui en a envoyé une copie, apparemment. Il m'a appelé cette semaine-là. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal qui disait, entre autres choses, qu'il était fier de moi. 14 ans. Pas une seule excuse, mais fier. Je n'ai pas rappelé. 3 semaines plus tard, Marcus a frappé 2 fois à la porte de mon bureau. Je les ai laissés attendre 25 minutes. Puis j'ai dit à Marcus de les faire entrer. Mon père a franchi la porte en premier. Il avait 61 ans et paraissait plus vieux, gris aux tempes, les épaules rentrées vers l'intérieur avec une posture qui disait que quelque chose pesait sur lui depuis longtemps. Il avait une caractéristique que j'avais remarquée chez les personnes qui ont pris des décisions dont elles n'ont jamais totalement assumé la responsabilité. Une sorte de crispation chronique de bas niveau, comme s'il s'attendait toujours faiblement à ce que quelque chose arrive. Denise est entrée derrière lui. Elle avait exactement la même apparence. Je dis cela d'une manière qui était presque surréaliste. Le même sourire acéré, les mêmes ongles rouges précis, la même qualité d'analyse dans ses yeux qui évaluait la valeur d'une pièce avant même qu'elle n'y soit totalement entrée. Elle a regardé mon bureau, mes étagères, la vue de la ville à travers la fenêtre derrière moi, et je l'ai regardé faire le calcul. Elle est arrivée à un nombre avant même de s'être assise. Nora, mon père s'est raclé la gorge. Tu as bien réussi. Denise a souri, le sourire de quelqu'un qui a décidé que la chaleur est le bon mouvement d'ouverture. Nous avons toujours su que tu étais intelligente. Je n'ai rien dit. Je trouve que le silence correctement déployé accomplit plus de travail que la plupart des phrases. Elle a placé le dossier sur mon bureau. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai regardé pendant un moment, puis je l'ai regardé, puis je l'ai ouvert. Des relevés hypothécaires, 3 mois d'arriérés, des dettes de cartes de crédit sur 4 comptes totalisant 61 000 $, une lettre d'un avocat spécialisé en saisies immobilières. Un certain James Sutton du cabinet Sutton et Briggs à Greensboro daté de 6 semaines auparavant les informant que les procédures commenceraient dans 90 jours sans résolution. Et à l'arrière, écrite à la main sur un bloc-notes juridique jaune avec l'écriture penchée de Denise, une page intitulée au montant requis de la part de Nora, 280 000 $. En dessous du nombre, elle en avait fait le détail, sauvetage de l'hypothèque, apurement des cartes de crédit, ce qu'elle appelait un fonds de stabilisation. Et tout en bas, en lettres soulignées, ceci est un prêt qui sera remboursé lorsque les circonstances le permettront. Elle avait écrit le prêt comme si cette reformulation changeait la nature de ce qu'elle était assise dans mon bureau pour faire. J'ai posé le dossier. Êtes-vous venu ici pour vous excuser, ai-je demandé. Le sourire de Denise n'a pas disparu immédiatement. Il a subi une sorte de rétractation contrôlée, comme une voile que l'on replie. Ce n'est pas le moment de déterrer de vieux drames. De vieux drames, ai-je dit. Tu étais une adolescente. Les adolescents se disputent avec leurs parents. Vous m'avez mise à la porte de la maison à 17 ans, ai-je dit. Sous la pluie avec un sac à dos. Tu avais presque 18 ans. Je veux être précise ici sur ce qui s'est passé à l'intérieur de moi quand elle a dit cela. Ce n'était pas de la rage. La rage est chaude. Et c'était quelque chose de plus froid. C'était le sentiment de regarder quelqu'un révéler avec une clarté absolue qu'il n'avait pas passé un seul instant en 15 ans à reconsidérer ce qu'il avait fait. Que presque 18 ans était une phrase qu'elle avait préparée, qu'elle avait pensé à cette conversation, et que c'était la défense sur laquelle elle s'était arrêtée. Presque 18 ans. Ce n'est pas une défense, ai-je dit. C'est une confession. Mon père a émis un son, pas un mot, juste un son quelque part dans sa poitrine.
Denise a changé de tactique. Elle s'est penchée en avant et sa voix a pris un registre différent. Quelque chose qui essayait de localiser une aura maternelle. Je sais que nous avons nos difficultés, mais ton père a besoin de toi. Quoi qu'il se soit passé entre nous, il est toujours ton père. Qu'a-t-il fait, ai-je dit, la nuit où vous avez pointé la porte du doigt? Silence. S'est-il levé, ai-je demandé. A-t-il dit quelque chose? Est-il venu me chercher? Mon père regardait la surface de mon bureau. Il est resté assis à table, ai-je dit. Il a regardé son dîner. La mâchoire de Denise s'est crispée. Tu ne comprends pas la position dans laquelle il se trouvait. Je la comprends exactement, ai-je dit. J'ai eu 15 ans pour y penser. Ce qui s'est passé ensuite, j'y avais réfléchi plus soigneusement qu'il ne l'aurait su. Parce que voici la chose à propos du fait d'être la personne à qui l'on a offert une porte ouverte au moment le plus bas de sa vie. Vous comprenez, avec une spécificité que les personnes qui ont toujours été en sécurité pourraient ne pas avoir, exactement ce que cette porte valait, exactement qui l'a tenue ouverte, et vous n'oubliez pas. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro que j'appelle tous les dimanches depuis 15 ans. Cela a sonné 2 fois. Nora, la voix de Laurel. Elle était en pause entre 2 services. Je pouvais entendre le bourdonnement de fond particulier d'un couloir d'hôpital, la douce percussion d'un système de sonorisation public lointain. Tout va bien, ma chérie? Denise et mon père étaient devenus très immobiles, en attente. Dans leur immobilité, je pouvais lire exactement ce qu'ils attendaient. La culpabilité opérant comme un réflexe. La mémoire musculaire de l'obligation. Les 280 000 $ se libérant par un virement bancaire pendant qu'ils regardaient depuis les chaises de mon bureau. Veux-tu toujours prendre ta retraite l'année prochaine, ai-je demandé à Laurel. Une pause. Cela dépend si mes genoux survivent à un autre hiver. Elle a ri doucement, le même rire qu'elle avait eu quand elle m'avait tendu un sandwich au fromage fondu à minuit. J'achète ta maison de ville, ai-je dit. Au-dessus de la valeur marchande. Tu y vis gratuitement pour le reste de ta vie. Pas de loyer, pas de conditions, pas de calendrier. Et quand tu seras prête à déménager ailleurs, plus petit, plus chaud, où tu veux, je financerai cela aussi. Silence sur la ligne. Puis je l'ai entendu pleurer. Pas de façon dramatique. Laurel n'est pas une personne dramatique. Juste ce petit son retenu, comme quelque chose qu'elle gardait depuis longtemps et qui avait enfin un endroit où aller. Nora, a-t-elle murmuré. Tu m'as préparé un sandwich au fromage fondu à minuit, ai-je dit. Tu m'as donné une chambre avec des draps propres. Tu es venue à la remise des diplômes et tu t'es assise à la 3e rangée. C'est ce que j'honore. Le visage de Denise avait fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il avait pris une nuance particulière de rouge. Pas le rouge de l'embarras, mais le rouge d'une personne qui regarde quelque chose à laquelle elle était certaine d'avoir droit à être remis à quelqu'un d'autre. Tu achèterais sa maison, a-t-elle dit. Sa voix avait entièrement perdu son calibrage minutieux. Et tu laisserais ton propre père perdre la sienne. J'ai regardé mon père, pas Denise. À mon père la nuit où j'ai été mise à la porte, ai-je dit. Laurel a ouvert sa porte. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas fixé de conditions. Elle a envoyé un Uber et m'a préparé un sandwich au fromage fondu et a dit, reste aussi longtemps que tu en as besoin, point. J'ai fait une pause. Tu es resté assis à table. Mon père a fermé les yeux. Robert. La voix de Denise lui a claqué dessus comme quelque chose en laisse. Ne t'avise pas de faire ça. Il a ouvert les yeux. Il m'a regardé et puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais sincèrement pas. Elle a raison, a-t-il dit doucement sans regarder Denise. Elle a raison et je le sais depuis longtemps. La pièce est devenue très silencieuse. Denise s'est retournée contre lui avec une vitesse qui m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle redirigeait son énergie d'une bataille externe perdue vers la cible disponible la plus proche. Ne t'avise pas de ramper devant elle, a-t-elle dit. Après tout ce que j'ai fait pour maintenir cette famille. Tu t'es maintenu toi-même, a dit mon père, toujours calme. Tu t'es toujours maintenu toi-même. J'ai appuyé sur l'interphone pour appeler Marcus. Pouvez-vous demander à la sécurité du bâtiment de monter au 3e étage, ai-je dit. Je pense que nous avons terminé ici. Le sang-froid de Denise,
qui s'était dégradée par étapes depuis qu'elle avait posé le dossier sur mon bureau, l'a entièrement abandonné dans le hall des ascenseurs. Marcus m'a dit par la suite qu'elle avait crié, vraiment crié, quelque chose à propos des enfants ingrats et de ce que signifie la famille. L'un des gardes de sécurité du bâtiment, un homme nommé Troy, qui travaillait à la réception depuis l'ouverture du bâtiment, s'était placé entre elle et la rangée d'ascenseurs avec le calme exercé de quelqu'un qui a vu de nombreuses versions de cette scène particulière. Mon téléphone a commencé à se remplir en l'espace de 2 heures. Denise était efficace. Je lui accorde cela. Elle avait contacté, selon mon compte approximatif, 11 parents avant le dîner. Des cousins, un oncle, sa sœur, 2 de ses filles. Le récit qu'elle a distribué était essentiellement, Nora a abandonné son père dans son heure la plus sombre à cause de vieux griefs. J'ai lu 3 des messages. Puis j'ai composé une seule réponse et je l'ai envoyée à tous. Tante Laurel a recueilli une jeune fille de 17 ans sans abri avec une lettre de bourse d'études et un sac à dos et lui a donné une chambre sans aucune condition. Elle est venue à la remise des diplômes. Elle a répondu à chaque appel du dimanche pendant 15 ans. J'honore la personne qui a agi comme une famille quand cela comptait. Je vous souhaite à tous le meilleur. La plupart d'entre eux sont devenus silencieux. 2 ont répondu positivement. Mon cousin Jérôme, qui avait toujours été correct, et tante Renée, dont le message disait simplement « J'ai entendu ce qui s'est passé quand tu avais 17 ans. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Celui-là, je l'ai gardé. Mon père a appelé à 9h14 ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre. Je suis resté assise et j'ai regardé le téléphone sonner pour 3 des 4 sonneries disponibles et puis j'ai décroché. « Je ne veux pas d'argent », a-t-il dit immédiatement. « Je n'appelle pas pour cela. » J'ai attendu. « Je suis parti quand ta mère était malade », a-t-il dit. « Je ne veux pas dire que je suis parti physiquement. Je veux dire que je suis allé ailleurs à l'intérieur. Et quand Denise est arrivée, elle était tellement certaine de tout. Elle savait toujours exactement ce qui devait être fait et qui devait le faire. Et j'étais tellement fatigué que j'ai juste. Je l'ai laissé construire la maison autour de moi. Sa voix avait la qualité de quelqu'un qui lit quelque chose qu'il a écrit et réécrit pendant longtemps. Je me disais que tu étais résiliente, que tu irais bien, que ce n'était pas aussi grave que cela en avait l'air. Je n'ai rien dit. Je savais qu'elle avait pris ton argent d'anniversaire, a-t-il dit. La deuxième fois, je l'ai vu. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Pas par colère, par la sensation particulière d'une chose que l'on avait toujours à demi soupçonnée qui se confirme, la nausée de voir ses instincts validés 15 ans trop tard. Je n'ai rien dit, a-t-il dit. Je me suis dit que cela ne valait pas la peine de se battre. C'est ce que je me suis dit à propos de tout cela, que cela ne valait pas la peine de se battre. Il s'est arrêté. Je valais la peine de se battre, ai-je dit. J'avais 17 ans et je valais la peine de se battre. Un long silence. Je sais, a-t-il dit. Je le sais maintenant. Nous sommes restés au téléphone pendant encore quelques minutes sans dire grand-chose. Avant de raccrocher, je lui ai dit que je n'étais pas en position de réparer les choses rapidement, que ce qu'il avait décrit prendrait du temps, si cela devait aboutir à quoi que ce soit, mais que je l'avais entendu, que j'allais y réfléchir. Il m'a remercié d'avoir répondu. Je me suis assise dans mon appartement par la suite, les lumières éteintes pendant un moment, à écouter la pluie. Laurel a pris sa retraite en mai suivant. Le transfert de la maison de ville a été conclu en avril, évalué à 340 000 $. J'ai payé 390 000 $, un nombre qu'il a fait m'appeler 2 fois pour confirmer que c'était bien ce que je voulais dire. J'ai demandé à mon avocate, Claire Weston du cabinet Weston Family Law à Seattle, de structurer cela comme un droit viager avec une fiducie financée pour l'entretien et une future relocalisation. Ainsi, il n'y a jamais eu un moment où la sécurité de cela dépendait d'un quelconque arrangement informel. Claire, qui avait examiné approximativement 15 années de documentation financière et familiale avant de me conseiller, a dit que c'était la transaction la plus propre qu'elle avait traitée en une année. Aucune ambiguïté, a-t-elle dit. Personne ne pourra contester cela plus tard. C'est hermétique. Hermétique. J'aimais ce mot. Laurel m'a envoyé une photo le jour où les documents officiels ont été finalisés. Elle était assise dans sa cuisine, la même petite cuisine où elle m'avait préparé un sandwich au fromage fondu à minuit,
tenant une tasse de thé et souriant à l'appareil photo avec l'expression particulière de quelqu'un qui a travaillé très dur pendant très longtemps et qui a enfin, complètement, été autorisé à s'arrêter. J'ai cette photo encadrée sur mon bureau juste à côté de la couverture du magazine Pacific Business Monthly, que je garde non par vanité, mais parce qu'elle me rappelle la lettre de bourse d'études. Et la lettre de bourse d'études me rappelle le Porsche. Et le Porsche me rappelle ce que cela faisait de me tenir sous la pluie avec tout ce que je possédais dans un sac à dos vieux de 12 ans et de comprendre que j'étais complètement livré à moi-même. Et puis le téléphone qui sonne et la voix à la deuxième sonnerie, « Viens ici ». Mon père et moi avons parlé 4 fois depuis la nuit où il a appelé. Les conversations sont prudentes et courtes et portent le poids spécifique de personnes qui essaient de construire quelque chose sur une fondation qui a été endommagée il y a longtemps et qui n'a pas encore été pleinement évaluée. Il est toujours avec Denise. C'est son choix à faire, pas le mien. Je ne pose pas de questions sur elle et il ne m'en parle pas. Ce qu'il a fait la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'est me demander à quoi ressemblait le collier de ma mère. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas clairement. J'ai pris une photo et je la lui ai envoyée. Le croissant de lune, la fine chaîne en argent. Il a répondu par SMS 3 mots, elle aimait ça. Je sais. Je l'ai gardé. À travers chaque déménagement, chaque location, chaque itération de la vie que j'ai construite à partir de ce sac à dos. Je l'ai gardé dans la poche avant de l'endroit où je transportais mes affaires. Assez près pour que je sache qu'il était là. Certaines choses, vous y tenez non pas parce qu'elles ont de la valeur, mais parce qu'elles sont vraies. Et la vérité ne subit pas de saisie immobilière. Elle n'a pas besoin d'un fonds de stabilisation. Elle a juste besoin de quelqu'un, quelque part, qui a répondu à la deuxième sonnerie.